a causé un problème de son au début, mais là, si vous me captez correctement, alors je pense que l'enregistrement se passe sur ma machine. Voilà, vous me connaissez tous, moi c'est Eliel, je suis développeur et j'ai fait cette présentation sur base d'un design inspiré de la présentation d'un gars qui est très cool qui s'appelle Barreto David. J'ai eu une session de Basecamper dans laquelle j'ai participé où il nous a enseigné et il nous a partagé un slideshow, un format que Stackware a l'habitude d'utiliser. Et donc j'utilise aussi ce format ici pour que le design soit un peu consistant dans le même environnement. Alors, en passant, il y a une session qui va commencer en septembre. C'est comme un bootcamp qui se passe, qui fait, je crois, un mois et demi. Donc, si vous avez du temps, en tout cas, je vous invite à vous inscrire. Je vais chercher les liens d'inscription. Je crois que j'avais partagé quelque chose dans le groupe Telegram. Mais je vais encore une fois chercher les liens. Ou bien, si vous trouvez le lien, n'hésitez pas à le partager dans le groupe Telegram. C'est une session très, très intéressante. Et généralement, on étudie euh, une fois par semaine pendant 2 heures. Pendant notre bootcamp, c'était le mercredi et aux heures de Goma, c'était à partir de, je crois, c'était 18 heures, de 18 heures jusqu'à 20 heures ou 17 heures jusqu'à 19 heures. Je ne me rappelle plus tellement de ça, mais on a fait ce bootcamp. À part ça, j'avais fait un autre bootcamp en Code Club. Ça, c'était en 2022 sur Cairo toujours. Et donc, les bootcamps, c'est des moments très intéressants, mais aussi surtout pour le networking. Alors, je vais partager tous ces liens. Alors, on va commencer juste par une petite introduction. Pourquoi Cairo? Pourquoi pas un autre langage ou d'autres outils que nous connaissons déjà? Alors, je pense que j'en avais parlé à l'autre session qu'on avait eue, c'est que Cairo permet de créer des programmes probables. Bon, pour aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup trop m'attarder sur la notion de probable ou comment est-ce qu'un programme est probable ou bien comment est-ce qu'on crée la preuve d'un programme ou de l'exécution d'un programme. Je pense qu'on peut avoir d'autres sessions plus approfondies sur cette notion et montrer comment elle est innovante pour ces jours-ci. D'ailleurs, je pense que cette semaine, j'avais donc, je faisais quelques recherches à faire sur la génération de preuves avec une technologie, je peux dire comme Cairo, mais à l'état de base. Et il y a beaucoup de concepts mathématiques qui se cachent derrière ces technologies. C'est comme l'interpolation, je pense que c'est l'interpolation de Lagrange. Pour ceux qui ont fait beaucoup de mathématiques, je pense qu'ils connaissent ça. C'est un concept très très intéressant. D'ailleurs, c'est encore ici sur mon tableau. Il y a beaucoup d'exercices d'équations de Lagrange. C'était très intéressant de pouvoir apprendre ces choses et comment on arrive à créer ces preuves d'exécution de programme. Donc, c'est-à-dire, ici, nous sommes dans le domaine qu'on appelle les Zero Knowledge Proof. Et dans les Zero Knowledge Proof, ce qu'on veut, c'est arriver à prouver l'exécution d'un programme. Oh, je m'excuse pour la présentation. Voilà. J'ai parlé des Zero Knowledge Proof. Donc, dans les Zero Knowledge Proof, en fait, on veut prouver qu'on a exécuté correctement un programme sans pourtant révéler les informations ou bien l'exécution même du programme. C'est par exemple, prenons qu'il y a des entités. Ici, on a l'entité A et ici, on a l'entité B. Cette entité A exécute le code et fait un output d'un résultat. Il envoie ce résultat, par exemple, à l'entité B qui est le vérificateur ou verifier, qui va, sur base
de la preuve qu'a produit l'entité A, être en mesure de savoir si cette exécution-là s'est comportée correctement ou non correctement. Alors, il y a eu plusieurs technologies. Par exemple, avec la blockchain classique, le proof of work classique, on utilise les hashes qu'on a utilisés. Et généralement, avec une blockchain classique, c'est que on n'est pas sûr du résultat qui a été produit. Mais on peut réexécuter la même chose et on va aboutir au même hash ou bien au même résultat, comme les méthodes de hash ou les méthodes, je ne sais pas les hash, c'est quoi en français, ou la façon de signer, en fait, c'est une façon qui est déterministique. Ce qui est déterministique, ça veut dire si on hash de la même façon, on va aboutir au même résultat. Mais avec les zero knowledge, on va exécuter ici, dans cette entité, on va envoyer la preuve dans l'autre entité, mais l'exécution ou la vérification qu'on va exécuter dans l'autre entité est tellement inférieure à la vérification qu'on devrait faire avec, avec le proof of work, par exemple, classique, ou la vérification classique. Ici, on va avoir un temps de vérification qui est très, très minimum. Donc, on va juste prendre quelques éléments et grâce à l'interpolation, bon, il y a beaucoup d'algorithmes qu'on va utiliser, l'interpolation et beaucoup d'autres algorithmes, on va être à mesure de vérifier l'exécution qui se passait sur, dans la première entité. Alors, pour pouvoir générer toutes ces preuves-là, il y a plusieurs technologies en fait qui sont autour de ces concepts. Il y en a, par exemple, les ZK Snacks. Les ZK Snacks, ils font également ça, mais il y a les je ne sais pas comment appeler ça en français, mais c'est un peu comme les bases qui doivent être établies entre ces deux entités ici. Donc, on doit avoir, on doit se rassurer que ces deux entités se connaissent et l'entité, par exemple, A, l'entité B croit à ce que l'entité A envoie. Tandis que pour les stacks, on n'a pas besoin que ces deux entités-là puissent se connaître et qu'ils puissent se croire mutuellement. Alors, il y aura aussi plusieurs types de représentations de ces preuves-là. Il y a par exemple les ZK circuits, les circuits. Il y a l'algebraic representation, donc on utilise une présentation algébrique. C'est ce que Cairo utilise. Alors, Cairo, c'est un langage qui va permettre d'écrire des programmes normaux. C'est sûr que Cairo n'est pas encore arrivé à un niveau où on peut écrire tout type de programme. Bon, par exemple, dans le monde de Cairo, il y a encore, euh, comment dire, il y a encore des évolutions qui sont demandées. Par exemple, pour la division n'est pas encore correctement supportée, surtout sur les nombres flottants. Il y a les I/O, les input-output, qui ne sont pas encore correctement très très bien gérés, mais avec les évolutions du langage, il va devenir de plus en plus parfait. D'ailleurs, pour le moment, Cairo, c'est un langage qui est, comment on appelle ça, fully, il y a un terme qui est utilisé, qui m'échappe. Euh, c'est Alan Turing, comment on appelle ça, euh, Turing complete. Donc ça peut exécuter toutes les opérations qu'une machine d'Alan Turing peut exécuter. Je ne vais pas entrer beaucoup dans la théorie sur la computation et tout ce qui est théorique sur ces aspects, mais brièvement, il faut retenir que un langage qui est complete, I mean, Turing complete, c'est un langage qui peut exécuter toutes les fonctions qu'un langage d'Alan Turing peut exécuter. Et là, les fonctions de base qu'un langage doit exécuter, c'est par exemple les fonctions arithmétiques, la comparaison, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Euh, bon, la division, je ne dirais pas que c'est trop arithmétique,
mais brièvement, l'addition, la multiplication, la comparaison, les décalages à gauche, les décalages à droite, et ainsi de suite. Toutes, en fait, toutes ces opérations peuvent être exécutées avec Cairo. Alors, Cairo va fonctionner comment? Le programme qui est écrit en Cairo, lors de son exécution, il va générer un trace, ou bien les traces, en fait, c'est la façon dont les CPU est en train de traiter chaque exécution. Et ce trace-là sera un peu, je peux dire que je peux comparer ça peut-être à ce qu'une blockchain fait, en fait, la chaîne de blocs. Maintenant, disons, si, c'est pas une chaîne de blocs qui va être produite, mais c'est une trace de toutes les étapes ou de tous les states que va prendre le CPU ou les informations avec ce programme sur votre machine. Et avec cette trace-là, il va générer maintenant la preuve d'exécution de tout ça. Et c'est une preuve qui doit être cohérente. Donc, s'il y a quelque chose qui a été exécuté mais qui n'est pas correct, alors on est à mesure de détecter cela. Et lorsque vous allez utiliser Cairo et tous les outils que StackNet met à votre disposition, vous n'avez plus, vous comme développeur, vous n'avez plus besoin de savoir toute la complexité qui se cache derrière toutes ces techniques-là de génération de preuves, mais aussi de vérification de ces preuves-là. Donc, vous allez l'utiliser un peu, je dirais comme un utilisateur intermédiaire. C'est comme les API que vous offre, c'est ce langage de programmation, ou c'est cet outil de programmation. Et avec cet outil, vous créez des programmes. Vous ne vous, vous n'allez plus vous focaliser à, à, à générer la trace, l'execution trace, la preuve, ainsi de suite. Cairo va se charger de toutes ces étapes pour vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec Cairo, ou disons maintenant avec Solidity, pour ceux qui connaissent Solidity, qui est le langage qui est utilisé pour créer des smart contracts d'Ethereum, on a créé aussi un smart contract en Solidity de vérification. Donc, l'algorithme que Cairo utilise pour vérifier les programmes qui ont été exécutés correctement est maintenant sur Ethereum. Quel est l'avantage d'avoir ce programme-là sur Ethereum? L'avantage, c'est que on peut exécuter quelque chose sur StackNet, qui est maintenant le réseau qui utilise Cairo, et on peut envoyer ces informations-là sur Ethereum, et on peut les vérifier. Alors ça va permettre à ce qu'on peut déléguer des tâches qui sont lourdes, qui ne peuvent pas s'exécuter sur Ethereum, puisque Ethereum est cher en termes de gas fee, mais aussi il a beaucoup de transactions. Je peux dire qu'il est saturé, mais bon, pas au niveau de la saturation. J'espère que vous comprenez le terme que j'utilise. Donc il est beaucoup plus chargé. On peut alléger ces tâches-là qu'on devrait exécuter sur StackNet et on les amène, et non, qu'on devrait exécuter sur Ethereum, on les amène sur ce nouveau réseau qu'on appelle le Layer 2, qui est StackNet. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui a tweeté, j'ai pas pris le tweet, qui a lui-même créé son prover. Il a créé son propre prover, donc son générateur de preuves, au lieu d'utiliser les générateurs de preuves qui s'appelle Sharp de Stackware, que Stackware a développé, il a créé son propre générateur de preuves et il a envoyé une preuve euh, sur le smart contract dont je vous ai parlé, qui est sur Ethereum. Et le smart contract de StackNet, qui est sur Ethereum, a pu vérifier l'exécution qu'il a fait alors que son générateur de preuves n'est pas celui de StackNet. Donc ça montre en fait ces niveaux-là de vérification qui se passent sur une layer avec deux entités qui ne se connaissent pas, comme je vous ai donné la différence avec les zk Snacks. Bon, je vais m'arrêter là avec ces théories,
Mais c'est en fait une sorte d'initiation pour que vous puissiez comprendre les avantages de ce langage de programmation, de cet outil. Et l'autre warning, ou bien l'autre point d'attention que je vais vous donner, c'est que Cahier n'est pas la solution à tous les problèmes de la vie, en fait. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes qui se passent. Généralement, dans le monde tech ou dans la blockchain, et ainsi de suite, je me rappelle à Nairobi, j'oublie celui qui en avait parlé une fois, il a dit les développeurs ont la tendance de prendre la blockchain ou une certaine technologie comme un marteau et vont commencer à taper sur chaque chose du monde, pensant que cette technologie-là va résoudre tous les problèmes. Non. Il est important de connaître les use cases où on va utiliser StackNet ou Stackware pour mieux appliquer cette technologie-là à ces endroits. Par exemple, lorsque je vous ai dit pour alléger les tâches d'Ethereum, on peut les exécuter sur StackNet pour l'instant. Et lorsque le langage est en train d'évoluer, lorsque les outils sont en train d'évoluer, nous allons probablement commencer à générer des preuves d'exécution de beaucoup de choses sur StackNet ou bien avec de provers. Et puis nous allons envoyer ces traces-là sur d'autres plateformes. Pour l'instant, les use cases qui sont les plus répandus pour Ethereum, c'est la DeFi, la finance décentralisée, les NFT, les propriétés ou les tokens qui sont non fongibles. On a aussi les DAO, qui sont les Distributed Organizations, les organisations distribuées, où on peut prendre des décisions de façon distribuée et de façon autonome. Et donc, ces use cases-là peuvent être déjà reportés sur StackNet. Donc, sur StackNet, vous pouvez développer des applications de DeFi qui sont sûres et qui vont aller, qui seront moins coûteux que les applications de DeFi qu'on peut avoir sur Ethereum. On peut créer des NFT sur StackNet et qui sont probables en fait sur Ethereum. Donc votre NFT peut quitter StackNet et aller sur Ethereum de façon sûre, de façon sécurisée. On peut aussi faire beaucoup d'autres opérations sur StackNet. What is next? Ça c'est moi maintenant. Je pense que comme Cairo est Turing Complete, et donc on peut exécuter du code Cairo sur une machine puissante. Hein. On peut arriver à exécuter du code Cairo sur une machine puissante. Et donc on peut créer des preuves de beaucoup plus de choses qu'on pourrait le faire sur Ethereum qui est quand même limité en termes d'exécution. Et donc, peut-être, on pourra arriver à générer des preuves d'exécution, par exemple, dans le machine learning, ou bien dans l'intelligence artificielle, ou dans la reconnaissance faciale, ou bien lorsque on veut authentifier des utilisateurs, ainsi de suite. Donc, tous ces use cases-là sont possibles dans le futur. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que je puisse passer à l'étape de l'installation pour les 30 prochaines minutes. Très bien. Y a-t-il des questions? D'accord, merci. Alors, comment on installe Cairo sur sa machine? Ça, ce sont les grandes lignes, les choses qu'il faut préparer. Il faut sûr d'être sur Linux, sur Mac ou sur Windows. Les autres systèmes d'exploitation, je ne sais pas s'il y a déjà des outils, mais étant donné que c'est écrit en Rust, bon, probablement on peut compiler vers ces autres systèmes d'exploitation. Et il faudra avoir Rust sur sa machine, avoir Python 3.9 et avoir Node.js sur son ordinateur. Alors, je ne sais pas ceux qui ont Rust sur leur machine, si vous pouvez me dire. Qui ont Rust sur leur ordinateur.
Ah, ok. C'est bien. Ah, toi, tu ne l'as pas. Donc, pour installer, tu es sur quel système d'exploitation? Sur Ubuntu, ok. Là, c'est facile. Sur Ubuntu, rassure-toi que tu as curl, CURL. Tu peux taper CURL. Ouais. Donc, tu peux taper CURL version. Si tu as ça, tu prends juste cette... Oups, voilà. Tu prends juste cette commande et tu l'exécutes. Je peux la coller ici. C'est bon? Ok, ça va prendre quand même du temps. Euh, alors, si vous êtes sur Windows, je vais le faire puisque on est en train d'enregistrer la vidéo. Quelqu'un d'autre pourra lire. Néanmoins, si vous êtes sur Windows, vous pouvez aller sur ce site forge.rustlang.org/infra, tout ça. Et puis vous allez soit choisir un exécutable x86 GNU ou soit MSVC. J'ai oublié toutes ces choses sur Windows alors que avant je connaissais ce que ça pourrait signifier, mais pour l'instant, I'm very sorry. Maybe ça signifie quelque chose. Ensuite, vous allez exécuter le fichier .exe euh, pour, euh, pour installer Rust. Voilà. Je pense qu'on sera en train de suivre Arik, puisque c'est lui qui installe maintenant. Moi, j'ai déjà Rust sur ma machine. Et lorsque ça sera terminé, lorsque l'installation euh, sera terminée, tu pourras écrire Rust C et puis version. Donc tu auras la version du compilateur de Rust. Si cette fonction fonctionne, c'est que Rust est déjà installé sur votre ordinateur. Alright. Je sais pas pourquoi il y a ces écrans noirs à chaque fois. C'est peut-être des transitions. Oh, ok. Ça évolue, Eric, l'installation? Eric? Ah, non, 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 non. Je pense que c'est moi qui ai commis une erreur sur... Je ne vous écoute que dans mes écouteurs. Ah là 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 là. Bon, ok. Là, ça va. En fait, les écouteurs sont sur les téléphones pour les retours, pour me rassurer que mon son est en train de passer. Oh, d'accord, je viens d'envoyer un peu ce que je disais dans le chat, hein. Oui, oui, oui. D'accord. Là, je vous écoute maintenant. Très bien. D'accord, c'est déjà installé. Cool, cool, cool. C'est déjà installé? Ou Oh, good. All right. Ok. Alors, après ça, il y en a qui ont déjà installé Cairo. Oui. Toi, tu as déjà Cairo. Et Pablo? Mais pas encore. Ok.
Alors, la deuxième commande, on peut facilement installer Cairo avec cette commande que je vais coller dans... Vous allez me dire ce que ça fait en fait. Je ne l'ai pas encore testé. Mais euh, il y a, il y a quelques jours de ça, j'avais posé une question. Je vais essayer d'ouvrir mon GitHub ici. En fait, la commande Oui, télécharge en fait le projet sur GitHub et puis ça va build le projet. En fait, comme si les steps qu'on fait manuellement en prenant le projet sur le repo sur GitHub, créant un dossier appelé .cairo et mhm. puis build le projet en fait. Donc, cette commande va le faire automatiquement pour toi. Tu n'auras pas à le faire manuellement en fait. Voilà, merci. Effectivement, j'avais lu D'accord, le d'accord. contenu de ce fichier-là, le fichier-là qui s'exécute. Et effectivement, j'avais trouvé que ça, le build en fait s'exécute de cette façon, comme tu l'expliques. Et ce que je voulais vous partager Est-ce que aussi, l'installation de Cairo, ça prend beaucoup de temps? pas trop, Non, pas non, vraiment. pas trop, Pas trop en tout cas. mais c'est le building qui peut prendre un peu de temps. Ça dépend de la performance de votre machine. Globalement, Rust build très lentement, mais bon, ça sera quand même rapide. Je suis en train de chercher. J'avais posé une question en fait sur je crois que c'est ici, feature, Cairo install. Voilà, donc ça j'ai créé, je crois, il y a 2 semaines. C'était une question sur le GitHub. J'ai demandé en fait si pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ajouter un installateur dans les dossiers Cairo. D'ailleurs, j'avais déjà commencé à coder ça, cet ajout-ci pour envoyer comme pull request sur Cairo. Mais on m'a répondu que dans le, how call this? Euh, dans la logique, en fait, c'est qu'ils veulent se séparer l'installateur de ses codes sources. Et ça sera fait, en fait, avec Scarb. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur Scarb. Probablement, la semaine prochaine, on va en parler. Mais le processus, en fait, d'installation est volontairement séparé de Cairo. C'est pourquoi ce script ici que je viens de vous partager, c'est quelque chose d'externe. Oups, j'ai une coupure de courant. Bon, je vais juste éteindre ça. Voilà, donc je disais, le script que j'ai partagé, donnez-moi une seconde s'il vous plaît. Oui, je disais, en fait, ce script ici, puisque, en fait, la question là me troublait quand même. Je me disais, euh, voilà. J'ai parlé de ce lien ici. Le script ici, en fait, pourquoi il est séparé de Cairo? Eliel, ton micro est mute. Oh, sorry. Ok, là vous me captez.
Ouais, Oui, c'est bon. ok. Donc, normalement, avec plusieurs outils, lorsque... Oui, oui, là, ça va. Oui, bienvenue, mon Africain. Merci beaucoup. D'accord. Donc, pour plusieurs outils, vous allez avoir quelque chose comme ceci, install. Donc, lorsque vous allez exécuter la commande, bon, peut-être on dirait, imaginez on est dans le dossier Cairo, puis ensuite on dit Cairo install par exemple, puis on fait entrer. C'était ça en fait la raison de mon pull request. Je disais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ajouter ça. Donc la réponse était que dans la logique actuelle, c'est que Cairo soit séparé de Scarp. Et sûrement dans le futur, c'est Scarp qui va gérer toutes les installations. Un peu comme NPM pour Node. Donc on a Node et puis on a NPM. J'espère que vous comprenez. Donc cet installateur ici, c'est un outil différent, c'est développé par quelqu'un, ce type ici. Et lorsque vous exécutez cette commande, comme Maurice l'a dit, ça va exécuter les commandes qu'on fait manuellement. Je vais aussi vous passer à revue les commandes manuelles pour l'installation des Cairo. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a lancé ça. Moi, c'est en cours de lancement, donc il télécharge, puis en même temps, il compile Ok, sur chaque fichier téléchargé. d'accord. Et vous allez trouver que tous ces fichiers-là vont se retrouver dans ces dossiers. Si vous allez à la racine, ça va aller dans Cairo. Alors, ça Je sera... précise juste que ça prend beaucoup d'espace. Je suis déjà à 1,5 giga consommé. Alors, voilà, parlant d'espace, c'est intéressant que tu puisses en parler. Normalement, après compilation, ça va prendre 10 gigas de votre espace. Pour l'installation, je crois que ça ne va pas dépasser... Est-ce que c'est 1 giga? Ouais, voyons. Est-ce que ça va atteindre 1 giga? Je ne suis pas très sûr. Donc, c'est après l'installation que ça sera à plus d'1 giga. Et autour de 10 gigas. Donc, je suis sûr que ça va pas aller au terme, hein. Non, ça va. Espérons. Tu as assez de... assez de forfait, j'espère. Non, j'ai pas assez d'espace, en fait. Il me reste 5 gigas. Ah non, là, ça ne va pas aller jusqu'au bout. Mais je trouve que le repository, il est de 54 mégas. Peut-être c'est l'installation. Il est en train de télécharger les dépendances. Peut-être c'est ce qui est plus lourd. Donc si vous voyez ça, je viens d'où? Voilà, ça c'est Chrome. J'ai déjà mis l'extension pour montrer la taille. C'est 54 mégas. Mais je ne sais pas s'il calcule aussi la taille sur les autres branches. Ça peut être plus que 54 mégas. Mais en bref, euh, c'est ça la librairie. Alors, l'installation manuelle. Parlons maintenant de l'installation manuelle. Si vous n'avez pas pu installer avec cette commande. Et je n'ai pas encore vérifié si la commande à question fonctionne sur toutes les plateformes. Est-ce que c'est seulement Linux et Mac? Est-ce que sur Windows aussi ça va fonctionner pareil? Je ne suis pas très très sûr. Euh, je ne vois pas là où il a checké la plateforme. Bon, anyhow, parlons un peu de l'installation manuelle. Ok. Voilà. Alors, la première étape, c'est de cloner le... Malheureusement, j'ai pas bien écrit la présentation. Ça, c'est pas ce qu'il fallait dire. Donc, il faut cloner ces repos. Vous pouvez aller sur GitHub, vous copiez ces liens ici. Et puis, dans la liste de commandes, bon, laissez-moi changer ça. Dans la liste de commandes, vous faites la commande git clone, ceci.
Alors, si vous exécutez cette commande, il y aura un dossier Cairo qui va se créer, mais je recommande que vous puissiez le mettre sur votre Home Directory dans les dossiers .cairo, pas Cairo, mais .cairo. Généralement, sur Linux, lorsqu'on met un dossier, lorsqu'on commence un dossier avec point, il sera caché. C'est pour sécuriser votre installation pour que quand d'autres personnes ou un autre jour, peut-être vous verrez Cairo et vous pouvez toucher dans les fichiers ou supprimer des trucs. Là, ça sera quand même un tout petit peu safe. Donc, vous voyez, ceci va se cloner dans les dossiers .cairo ici. Bon, chez moi, ça va un tout petit peu vite. Ok, ça va prendre ce temps. Entre-temps, je serai en train de parler pour Windows. Voilà, pour Windows, vous allez aussi cloner ces repos. Oh, il est où? Il est là. On peut faire le clone effectivement sur Windows aussi. Ou on peut utiliser GitHub Desktop si vous souhaitez. Et je suis sûr que vous saurez comment cloner le dossier lorsque vous êtes sur Windows. Et c'est après l'installation que vous allez configurer votre PAF pour chaque fois avoir accès aux différentes commandes après installation de Cairo. Voyons si ça a fini. Voilà. Je vais me déplacer dans le dossier qui a été créé. Et ici à l'intérieur, comme j'ai déjà Rust, et ça, pour ceux qui connaissent Rust, vous allez comprendre que ça c'est un dossier, c'est un projet Rust en fait, c'est Workspace Rust. Et pour le build, vous allez juste écrire cargo build. Cargo c'est un peu comme npm pour Node. Alors si vous faites ce build comme ceci, ça va build à mode, si je peux appeler ça debugging. Mais si vous mettez --release, ça sera build comme un release. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui utilisent Android, pour ceux qui codent Android, ils connaissent lorsque build release ou build test. Pour ceux qui font le backend, par exemple, je peux comparer les releases et debug, par exemple, à production et development. Lorsque vous build des projets en development, ça veut dire il peut amener certaines erreurs, il peut vous afficher certains messages d'erreur pour vous guider puisque vous êtes en mode développement. Mais lorsque vous faites en mode production, là, peut-être il va diminuer l'affichage de certaines erreurs pour permettre l'exécution encore un peu plus rapide du programme. Donc ici, on va faire cargo build release. Alors, je vous ai dit, Rust, ça prend quand même du temps à build. Mais bon, j'ai quand même une machine assez performante. Ça va aller un peu vite. Arik, chez toi, c'est comment? Le téléchargement est toujours en cours, c'est en train de compiler. Ah. Oh, ok. Peut-être qu'il a fini le téléchargement. Maintenant, il est ici à la compilation. Non, il télécharge une partie, puis en même temps il compile, puis il passe à la suivante. Je sais pas, c'est ça que ça s'est fait. Ok. Forcément, ça doit être la compilation en fait. Parce que le téléchargement, c'est juste le projet GitHub et puis la compilation qui prend un peu beaucoup de temps. Et puis après ça, ça va. Vous êtes déjà à 300, moi je suis encore sur 280. Non, c'est ta connexion quoi. Non, mais chez moi, c'est M1 Pro. Donc, c'est quand même rapide. Je me rappelle pour le building des projets, il y a 3 ans, je faisais le build de Chrome, de Google Chrome, hein, à partir du code source. Ce truc qui prend une éternité. Ça, je sais pas si c'était pas même une journée ou 2 jours, je sais plus. Mais c'était quand même une éternité.
Wow, quelle patience. Des jours de build. Mais avec une machine performante, ça build quand même rapidement. Maintenant, imaginez Je viens d'arriver à 303. lorsqu'on va commencer à build des programmes sophistiqués de génération de preuves, puisque pour chaque exécution, normalement, il doit exécuter, il va faire le trace et puis faire le hashing et générer la preuve pour avoir une preuve globale de toute l'exécution du programme. Et bon, généralement, les smart contracts, pour ceux qui ont déjà fait un peu de code de smart contracts, c'est des petits codes à faire, c'est pas des programmes très très larges. Mais avec Cairo, l'objectif c'est d'arriver à chaque fois créer des programmes vraiment sophistiqués. Voilà, le build a fait 2 minutes. Si on vérifie, je sais pas si on saura le faire. Est-ce que je saurais atteindre le dossier Cairo? Bon, pour qu'il soit visible, il suffit juste que j'enlève le point. C'est juste pour vous montrer quelque chose. Voilà, c'est ça le dossier en fait de Cairo que j'ai exécuté. Ah, non, c'est bien. Il n'est même pas à 10 gigas, il m'affiche 1 giga. Ah, c'est bon. Bon, à moins qu'il a utilisé, à moins qu'il a cache, il a mis à cache d'autres choses. Parce que la dernière fois j'avais trouvé que c'était 10 gigas, mais quand même 1 giga c'est bon. Ok, je vais le remettre à point Cairo. Alors, quelle est l'étape suivante? On va entrer dans ce dossier et puis explorer les fichiers qui s'y trouvent. Donc, je vais ici sur Go to Folder. Donc ça, c'est le dossier en fait Rust. Je ne sais pas ce que vous voyez sur votre écran. Ok, voilà, c'est bon. Et on a différents fichiers. Si on va dans Target et puis Release, vous voyez s'il y a certains programmes. Il y a Cairo Compile. Je ne sais pas si c'est très visible puisque c'est trop petit. Mais il y a... Mais il y a Cairo Compile, il y a Cairo Format, il y a Cairo Language Server, il y a Cairo Run, Cairo Test, Generate Syntax, et ainsi de suite. Il y a aussi d'autres librairies ici. Sierra Compile, Stacknet Compile. Donc tous ces outils, en fait, c'est les outils qu'on va utiliser pour build ou pour compiler des programmes Cairo. D'ailleurs, par exemple, le Cairo Language Server, c'est en fait l'outil que VS Code va utiliser pour reconnaître la syntaxe qu'il faut. Savoir dire qu'ici, vous avez mal écrit la syntaxe, et ainsi de suite. Et voilà, lorsque vous explorez ce genre de projet de code source, ça vous donne une idée de comment on fait le langage de programmation. Puisque les compilateurs et tout, c'est ça les outputs lorsqu'on a fait les Cairo build. Donc on a build les compilateurs et tous les autres outils qu'on va utiliser. Il y a aussi ce dossier qui s'appelle VS Code Cairo qui contient en fait l'extension VS Code. Aussi, on va le build et puis l'ajouter à VS Code de façon manuelle. Alors, en parlant du PAF, le PAF, c'est ce qui va nous permettre, c'est que lorsque nous sommes positionnés à n'importe quel endroit de notre ordinateur, de pouvoir exécuter en fait les commandes. Si je vais, par exemple, sur le home page, sur le desktop, et si je crée un dossier, par exemple, les tests, et j'entre dans le dossier test, si j'ai ici un code, et, bon, imaginons qu'on a un code Node.js, par exemple, quoi.
par exemple hello world.js. On va ajouter juste une ligne console.log par exemple hello world. Voilà, on a notre programme là. Et donc, je peux exécuter un autre, par exemple, hello world. Je peux exécuter. Si je quitte ce dossier, je ne peux plus exécuter cette commande en fait. Ça va dire ce fichier n'est pas dispo. Alors, c'est pareil lorsque nous sommes dans le dossier Cairo et puis le dossier Target, où je vous ai dit qu'on a tout ce qu'on a créé, release, c'est le dossier où se trouvent toutes les commandes qu'on a créées. Ça veut dire si je suis dans ce dossier et que j'exécute Cairo compile, comme ce fichier se trouve dans ce dossier, ça va fonctionner. Et le path, le chemin pour arriver ici, c'est celui-ci. Donc, normalement, si on s'arrête à ce niveau, pour chaque fois compiler des programmes, il faut d'abord se retrouver dans ce dossier. Maintenant, comment faire en sorte que je peux sur à n'importe quel endroit de ma machine, je peux être dans ce dossier ou dans mes documents, et je peux exécuter Cairo compile. Comment je peux arriver à le faire? C'est lorsque je vais ajouter ce Cairo compile à mon path. Là, c'est sur oui, sur Windows ou sur Linux, vous allez ajouter Cairo à ce fichier-ci bash RC, Linux et Mac. J'espère que j'ai ça. Ici chez moi, j'utilise ZHRC. Donc ça peut dépendre en fait d'une machine à une autre. Il y en a qui vont utiliser, désolé, il y en a qui vont utiliser Bash RC. Il y en a des machines qui vont utiliser ZHCRC. Je vais peut-être afficher les contenus. Oups. C'est quoi c'est là? Non. Ici. Voilà, ZSHCRC. Ça, c'est le contenu de ces fichiers. Peut-être c'est mieux que je l'ouvre pour que vous puissiez mieux le voir. Puisque quand tout est noir à l'écran, des fois, on peut confondre les choses. J'ai fait edit. Voilà. Donc ça, c'est les fichiers ici qui contiennent en fait les paths des différents programmes que j'utilise. Il y a des programmes que j'installe. Par exemple, le Poetry qui est installé, Serverless qui est installé, ainsi de suite. Alors, les commandes pour Cairo sont là. Vous allez voir le dossier, je ne sais pas où se trouve. Voilà, c'est ça ici. Donc, je vais ajouter cette ligne. Je vais la copier dans les chats pour que vous puissiez la voir facilement. Désolé, on est presque à court du temps. Je vous prie de m'ajouter peut-être 10 minutes pour que je puisse finaliser, comme on a eu un petit retard au début. Donc, lorsqu'on fait export path release, on va ajouter ceci, son path à sa machine. Donc, c'est la commande que vous allez ajouter à ce fichier. Alors, Arik, si tu peux ouvrir un autre terminal et tu vas essayer de taper 4 ceci. Essaie cette commande sur Linux comme tu es sur Linux et vois si ça affiche quelque chose. Si on dit que le fichier est introuvable, alors tu vas essayer l'autre fichier ici qui est le bash. J'ai partagé ici un fichier.
Alors, les commandes pour ajouter ceci à votre PAF, vous exécutez, vous exécutez ça à partir de echo. Echo, route. Voilà. Et puis echo ceci. Et lorsque vous J'arrive avez... maintenant à 400 de la compilation. Donc, quand ça va arriver, je vais utiliser le commande. Oui. Bon, avant que ça finisse, tu peux ouvrir un autre terminal et essayer de taper 4. Tu tapes ça. Si on dit Je que vois ce dans la commande fichier dans le chat. est introuvable, tu essaies aussi ce deuxième fichier ici. Donc, si sur votre machine, J'utilise il y le a... premier. Comment? J'utilise le premier. Z. Le H. Oui, oui. Ok. Si c'est le premier fichier, alors vous allez taper la commande echo export Cairo route. Vous mettez ça dans ce fichier-là ZSHRC. Si vous utilisez bash RC, vous utilisez alors ceci. Ok? Voilà. D'accord. Après cette étape, on aura Cairo qui sera installé sur la machine. Et pour savoir si l'installation s'est bien passée, comment vous allez vérifier, vous allez ouvrir un autre terminal. Je peux le faire, je peux me faire ici. New tab. Vous serez somewhere sur votre ordinateur, pas forcément dans le dossier Cairo. Vous allez taper StackNet Compile. Et puis vous pouvez mettre version comme ça. Et effectivement, vous serez sur la version que vous avez choisie. Alors, un point que j'ai peut-être oublié de mentionner, c'est que lorsqu'on a cloné le dossier Cairo, en fait, on a eu la dernière version de Cairo. Et comme ce langage évolue très rapidement, ou comme il est encore très nouveau, il y a beaucoup de changements qui se passent. Alors, des fois, vous pouvez être dans une formation où on vous montre du code Cairo, et lorsque vous l'exécutez, ça ne marche pas. Alors, soyez sûr de savoir d'abord sur quelle version cet enseignant-là est en train d'enseigner. Et à part ça, vous pouvez voir ici sur les tags, la liste des tags. Vous pouvez me cliquer ici. Sur GitHub, vous allez voir plusieurs tags. Il y a 2.1.0, ainsi de suite. Nous, quand on faisait la formation, généralement, on était sur 1. quelque chose. Oui, c'était vers ici. Et depuis 2 mois, il y a eu beaucoup de changements dans la syntaxe. Alors, si vous ne voulez pas avoir de problème lorsque vous êtes en train de coder, vous allez mettre votre code source sur un certain tag. Ok? Par exemple, vous voyez ce que je viens de compiler là, c'est 2.1.0. Je pense que c'est la dernière. Non, non, c'est même pas la dernière version. C'est ici. Donc ici, pour changer les tags, vous faites juste git checkout. Vous faites tags par exemple 2.1.0-RC0. C'est un peu pareil comme vous changez des branches lorsque vous êtes en train de coder sur GitHub. J'espère que ceci ne va pas causer de problème. Est-ce que j'ai bien écrit? Est-ce que j'ai bien changé les tags? Bon, je ne sais plus. Git branch. Bon, ça, je ne sais plus si c'est quoi. C'est quel Cairo que j'utilise.
Bon, anyhow, donc c'est j'essaie de changer ici. Voilà, par exemple, là, je suis sur le tag version 2.1 et 2.0.1. Ok, et il y a des tags presque, c'est pas chaque 3 jours, il y a des nouveaux tags, il y a des petites modifications sur le langage. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de se figer sur un certain tag? S'il y a un tag qui est stable, par exemple, vous pouvez vous dire, je travaille ce projet sur tel tag et même s'il y a de nouveaux changements, je préfère continuer à build sur ce tag-là. Mais il faut se rassurer que c'est quand même compatible avec d'autres outils. Et donc, par exemple, lorsque vous allez installer sur une nouvelle machine, vous installez, et vous clonez le projet, ensuite vous faites git checkout, vous mettez sur les tags là. Puisque si vous avez codé sur une machine où vous étiez sur version 1.0.1 et que sur une nouvelle machine vous faites git pull ou bien git clone, ça va cloner sur la dernière version. Ok? Alors n'oubliez pas de revenir sur les tags sur lesquels vous devriez travailler. Voilà. Alors, on va parler maintenant de l'installation des outils StackNet. Là, j'ai parlé d'abord de Cairo. Et les outils StackNet, c'est encore, on peut les appeler encore les Cairo CLI, les CLI de Cairo, qui va contenir maintenant StackNet. Si vous voyez la liste de ces outils ici, qu'on venait d'installer, je vais y revenir. Je vais revenir sur main, puisque c'est là où j'ai fait le build. Ensuite, release, oh non, target. Ensuite, release. Ici, vous allez voir qu'il n'y a pas StackNet. Il y a un outil très très important qui s'appelle StackNet, tout court, pas StackNet Compile. StackNet, c'est ce qui va vous permettre de déployer votre smart contract sur StackNet en fait. Ou de créer un compte par la ligne de commande. Ou de déployer ou de signer un programme, ainsi de suite. C'est un outil très important. Alors pour l'installer, il vous faut avoir Python 3.9. Je n'ai pas encore essayé avec les versions nouvelles de Python, puisque j'ai vu qu'il y a Python 11, mais ce que j'ai déjà essayé, c'est avec Python 3.9. Donc si vous pouvez aussi essayer avec Python 11 et nous dire si tout s'est passé correctement, peut-être Pablo, je sais que tu es plus en Python, tu peux nous renseigner sur le fonctionnement avec Python. Alors, vous allez installer Python. Pour Windows, vous allez sur le lien ici. Pour Linux, pour Ubuntu, vous allez exécuter ces commandes. Je vais encore une fois les copier dans le chat. Donc, comme avant, vous ne mettez pas $, hein, vous commencez juste sudo, vous ajoutez les repositories, apt update, vous installez Python 3.9 dev et puis les environnements virtuels et cette librairie ici. Ça, c'est pour Mac. La dernière commande là, et désolé, ça c'est pour Mac. Le brew install, ça c'est pour Mac. Donc pour macOS, vous tapez brew install Python 3.9 et puis vous installez aussi la librairie GMP. Et à la fin, vous allez créer un dossier StackNet test. Cette commande ici, c'est pour créer un environnement virtuel. Ici, c'est pour activer l'environnement virtuel. Puis, vous installez pip qui est l'outil d'installation des paquets, des extensions sur Python.
alors vous allez taper pip install Cairolang. Puisque si vous oubliez d'installer ça, vous n'allez pas avoir StackNet et vous n'allez pas réussir à déployer les programmes sur StackNet. OK? Donc ça, c'est très, très important. Et pour les gens qui sont sur Mac, ils vont taper ceci. Après, pour tester que vous avez bien installé StackNet, vous faites StackNet version. Voilà. Donc, moi, je l'ai déjà. Donc, je peux taper StackNet version. Et voilà. Si ça marche, c'est que StackNet est correctement installé sur ma machine. Et pour Cairo, je vous ai dit c'est StackNet compile. Voilà. Ou même Cairo compile si vous le souhaitez, puisque c'est dans le même dossier. OK? Alors, Arik, j'espère que j'aurai de bonnes nouvelles. Je vais vous partager ce slideshow. Et s'il y a des questions, je suis heureux d'y répondre. Vous pouvez poser des questions sur Cairo ou sur l'installation. Et à la prochaine session, on va parler de comment vous allez créer un compte sur StackNet et comment l'approvisionner en argent. Et nous allons déployer un smart contract de base sur StackNet. Voilà, s'il y a des questions, allez-y. Bonsoir encore. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je m'excuse un peu, je suis venu un peu en retard, mais j'aimerais savoir si en me documentant sur ça, je peux trouver au moins toutes les informations nécessaires pour essayer un peu d'être en avant ou d'être au même niveau que vous, comme ça. À la prochaine fois, je pourrais facilement me retrouver. Ok. J'ai oublié de partager cette ressource qui est book.cairolang.org. Il y avait en fait un problème pour trouver la documentation. Maintenant, ça commence à être bien fait. Il y a ces sites book.cairolang et book.stacknet.io. Mais pour l'instant, je te recommande de lire d'abord le premier lien et puis tu vas entrer ici dans l'installation. Ok. Voilà, ici, normalement, tu as les étapes. Je pense que c'est presque toutes les étapes qu'on vient de suivre aujourd'hui pour installer Cairo sur la machine. Je crois qu'il y a tout ce que je viens d'expliquer. Bon, peut-être ce que tu vas rater aujourd'hui, c'est juste les ajouts là que je faisais. Et ce qu'on n'a pas installé aujourd'hui, c'est l'extension VS Code. Je pense qu'on va l'installer à la prochaine occasion. Lorsqu'on va commencer avec StackNet. Donc, je vais vous expliquer en fait l'environnement StackNet, les wallets, et la blockchain, et on va déployer smart contract de base. Mais c'est un peu ça. Mais aussi, je vais vous partager ces petits slideshows ici que j'ai créé. Voilà. Il y a une autre question? Oui, Maurice. Et en fait, pour moi, c'était beaucoup plus quand je sais plutôt de pouvoir exécuter en fait un petit programme juste pour voir si du coup tout était OK. Et puis, très souvent, ça m'oblige toujours de pouvoir, je vais mettre la commande sur le chat, je peux toujours faire, quand je vais run par exemple le Cairo, je dois toujours faire Cairo run, spécifier le single file, et le nom du fichier .cairo. Donc, chaque fois que je vais exécuter en fait un fichier Cairo, un projet, je dois toujours mettre un single file. Donc, je ne sais pas si du coup, Henrik aussi pourra toutefois avoir ce même problème ou comment. Mais en tout cas, pour moi, parfois ça dérange pas trop à pouvoir à chaque fois mettre single file.
pour pouvoir exécuter un programme Cairo, quoi. Je sais pas si du coup j'avais Lupin et Étape ou comment. Oui, en fait, le single file là est arrivé avec la nouvelle version je pense que c'était sur quoi? Sur le tag 2 point quelque chose qu'on a commencé C'est 2.0.2 en tout cas, si je ne me trompe pas. oui, qu'on a commencé à demander qu'on ajoute les single files. Laisse-moi voir un peu dans la documentation. Cette documentation est quand même à jour, puisque moi-même j'ai eu ça, puisque dans l'article que j'ai écrit sur Medium, je pense que j'avais mentionné les single files. Je pense avoir mentionné les single files ici. Voilà, j'ai mis les single files. Mais dernièrement, Ah, j'ai exécuté sans single file. Donc, il y a eu ok. encore, je pense, ces petits changements. Mais bon, il faut juste chaque fois voir comment dire, le message d'erreur qui vient. J'ai l'impression qu'on a enlevé ça, mais je ne veux pas confirmer maintenant. Mais j'ai Ok. l'impression qu'on a enlevé ça pour le seul fichier. Mais je suis sûr qu'à un moment, il y en avait. Mais encore une fois, ceci va être géré facilement avec Scarb, puisque Scarb va build des projets. Donc, lorsque vous faites un projet Scarb, c'est un peu comme un projet NPM. Et on peut configurer les fichiers TOML, TOML, c'est un peu comme les fichiers package.json. Vous pouvez configurer, savoir là où ça va chaque fois faire les outputs lorsque vous compilez le programme ou bien votre projet. Alors, les single files ici, c'est lorsqu'on exécutait un seul fichier Cairo. Mais lorsqu'on exécutait le projet, on devrait juste spécifier Scab build, on peut le mentionner. Bon, on reviendra sur Scarb le jour que on va atteindre ces niveaux. Je préfère qu'on aille progressivement avec différentes étapes. Mais tu peux chaque fois juste checker le message d'erreur. S'il y a une erreur qui vous demande d'entrer le single file ici, vous pouvez l'entrer. Si ça ne demande pas, bon, vous laissez le single file. Ok. Parce que moi, je pensais que c'était empêché en fait à chaque fois à mettre single file. Je me disais, bon, est-ce que c'est moi qui ai mal installé ou fait un Non, truc qui non, était non, non. chelou? Non, c'était pas mal installé. Mais si vous allez sur Ok. 1.0.6, je pense, il n'y a pas single file. Mais je ne vais pas recommander d'aller ici, puisqu'il y a eu beaucoup de changements sur la dernière version. D'ailleurs, dans l'article là que je viens de vous partager, j'en parle un Ok. peu, même si c'est en anglais, mais quand même, j'ai écrit sur les dernières modifications. D'accord. Yes. Une autre question? Ah ouais. Salut Ezekiel, En bienvenue. fait, ma question était sur les traces. Je crois que j'ai loupé quelque chose. Vous avez dit avec Cairo différemment de la blockchain Ethereum classique. Comment ça se fait les proof of work? Hmm. Proof of work. Ok, ça c'est une bonne question. Est-ce que je saurais répondre à cette question aujourd'hui? Ok. Euh, Alors, il faut d'abord savoir que euh, Cairo ne fait pas le proof of work ou le proof of stake. Comme bon, je dois être quand même sensible sur ces points-là. Peut-être je ne vais pas beaucoup trop en parler, euh, puisque je ne connais pas exactement euh, les sequencers, ce qu'il fait pour les blocs, pour la blockchain, mais de façon globale ou bien de façon extérieure. Lorsqu'on regarde la chose de l'extérieur, StackNet utilise ce qu'on appelle les validity proof, pas les autres méthodes de proof, like le proof of work ou le proof of stake. Mais c'est possible hein, dans le bloc qu'on puisse utiliser ce genre de méthodes comme le proof of work ou proof of stake. Mais je dois
encore une fois vérifier l'architecture des StackNet, puisqu'il faut différencier Cairo, il faut le différencier avec StackNet. Donc je dois venir avec une précision sur ça. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que un programme qu'on va exécuter avec Cairo va générer une preuve d'exécution. OK? Donc, on a les inputs. Quels sont les inputs pour un programme Cairo? Ou pour la preuve d'un programme Cairo? On a d'abord le programme lui-même, c'est un input. OK? Et le programme a ses inputs et ses outputs. Mais dans la preuve, on a ce programme-là, c'est un input. Les outputs, disons, les inputs, c'est un autre input. Et les outputs de ce programme, c'est un autre input. Et les résultats de ces trois inputs, donc le programme, les inputs, les outputs, on a maintenant la preuve d'exécution. Maintenant, on va envoyer sur le verifier, on va y envoyer le input, on va y envoyer les outputs, on va y envoyer le hash de l'exécution. OK? Avec ces paramètres-là, le verifier sera à mesure de vérifier si le programme s'est effectué correctement. Maintenant, comment cela va extendre l'exécution d'Ethereum sur une blockchain autre qu'Ethereum? Ethereum a déjà un langage qui s'appelle Solidity. Grâce à Solidity, on va créer un verifier en Solidity. Ou bien c'est un smart contract à Ethereum. Ce verifier-là va recevoir les inputs qui viennent de l'extérieur. Donc, des StackNet, imaginez, vous allez exécuter quelque chose sur StackNet. Un smart contract, par exemple, de NFT ou bien d'une crypto-monnaie ou tout. Vous exécutez le programme, vous envoyez la preuve d'exécution de ce programme-là sur Ethereum. Et Ethereum peut vérifier et valider ce que vous avez envoyé. Maintenant, là, je parle encore une fois superficiellement. Si on va à profondeur, il y a d'autres mécanismes qui vont se passer. Il y a ce qu'on appelle la récursion. La récursion va permettre à ce que, au lieu de faire une très longue preuve, je vous ai dit qu'à chaque étape d'exécution, on va générer les traces. On a les states du programme ou les states, c'est un peu comme si vous avez fait du Flutter ou bien même peut-être de JavaScript. Les states même à React.js, c'est l'état en fait d'une variable ou des composants du programme. Donc à chaque étape, à chaque modification des variables dans le programme, on génère un trace. Et le trace là, et à chaque trace, on va y faire correspondre une sorte de hash. Et il faut que les hash qui suivent puissent être en rapport avec les hash précédents. Maintenant, comme le programme est long, on ne va pas générer des très longues preuves qui sont difficiles peut-être même à envoyer ou bien à exécuter. Mais grâce à la récursion, on va créer ce qu'on appelle une Maple tree. Le Maple tree, c'est un arbre en fait où chaque fils est en relation avec ce qui s'est passé avant. C'est un peu comme les autres blockchains classiques où chaque bloc est en relation avec le bloc précédent, et ainsi de suite. Alors, le Maple tree là va permettre à ce qu'on aura un hash final. Le hash final est en relation avec tous les hashes qu'on a eu sur le programme. Et c'est ces hash-là qu'on va envoyer maintenant sur Ethereum. Maintenant, on ne va pas aussi envoyer le hash pour chaque exécution. Non. On va utiliser ce qu'on appelle les roll-ups. Les roll-ups, on va créer, donc on peut avoir, avant, il y a quelques mois en fait sur StackNet, je pense que c'était 24 heures. Donc après 24 heures, StackNet va prendre tous les programmes qui ont été exécutés et c'est là qui va créer maintenant une signature
commune qui va envoyer sur Ethereum. Ça va permettre de réduire le coût d'exécution de toutes ces commandes-là qu'on devait chaque fois envoyer une à une sur la blockchain, mais on va envoyer tout ça dans un package, dans un roll-up sur Ethereum. Donc ce sont des mécanismes en fait d'optimisation qu'on utilise pour réduire en fait l'utilisation de la blockchain principale ou les layer 1. Alors, je pense qu'on va continuer à en parler de l'architecture interne. C'est important de pouvoir comprendre cette architecture interne et des outils qu'on a pour qu'on ait en fait une bonne compréhension de tout ça. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu peut-être à 50% ou à 75% sur votre question. Mr. Pablo. Il est déconnecté apparemment. Je pense qu'il est là. Alors, on a largement dépassé les temps. Non, je pense Pablo a été déconnecté. Néanmoins, c'était un plaisir pour moi de partager avec vous. Avant de clôturer, je ne sais pas s'il y a une dernière question ou si on peut clore par ici la session d'aujourd'hui. Moi, de mon côté, j'ai déjà terminé l'installation. Je voulais juste savoir si on pourra avoir les slides en question. Comme ça, je pourrais suivre les autres étapes qui restent de mon côté pour ne pas un peu rallonger l'école. Oui, je vais envoyer le slide dans le groupe Telegram. D'accord. Ça va. Alors, merci beaucoup. On va se retrouver le week-end prochain. On va être plus concis le week-end prochain jusqu'à 21h30 à heure de Goma. Et comme ça, c'était un plaisir. Pablo, je vois que tu es de retour. Allô? Ouais, j'ai perdu la connexion pendant un moment. Oh là là. J'espère que tu as attendu quand même 60 ou 70% de la réponse. Je crois que je vais au 40. Bon, on va continuer d'en parler. Peut-être à l'autre session, ou bien on peut préparer peut-être une session, on va parler juste de l'architecture de la blockchain Stacknet et voir comment tout ça se passe. Ouais, voilà, Et c'est peut-être ça. aller même en profondeur sur la mathématique qui est derrière ça. Je pense que ça sera aussi intéressant. Ouais. Ok. Alright, on se retrouve le week-end prochain. Merci beaucoup et bon week-end. Merci beaucoup. Merci, Merci, carrément. carrément. D'accord.